Bienvenue à tous dans ce journal du week-end. Une réunion urgente est annoncée dans les prochains jours en vue de lutter contre le banditisme urbain dans certaines provinces de la RDC. Annonce faite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au cours de la 95e réunion du Conseil des ministres. Et au cours d'un point de presse conjoint avec le commandant de la force régionale de l'EAC, le gouverneur militaire du Nord Kivu a dénoncé le non-respect de la feuille de route par les terroristes du M23 qui, au lieu de se retirer, continuent à occuper certaines zones. Les écrivains ainsi que lecteurs sont butés à plusieurs difficultés, entre autres celle de l'écoulement des œuvres d'une part et de l'acquisition de l'autre. C'est ce qu'ont fait savoir les amoureux de la lecture à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Encore une fois, bienvenue, messieurs et dames. Présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour au Conseil des ministres de ce 21 avril 2023. La recrudescence du banditisme dans certaines villes du pays. Le gouvernement étant préoccupé par cette situation, il a annoncé une réunion urgente dans les prochains jours. Dans ce même ordre d'idées, le vice-premier ministre de l'Intérieur a reçu certaines instructions parmi lesquels obtenir des gouverneurs des provinces l'élaboration d'un plan d'éradication de ce phénomène pour une société paisible. Suivez les détails avec Patrick Mouyaya. La communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur 3 éléments principaux, à savoir 1. De la recrudescence du banditisme urbain et de la délinquance juvénile dans certaines villes du pays. L'inquiétante montée et la persistance des faits de banditisme et de délinquance juvénile dans certaines grandes villes du pays constituent une préoccupation majeure du gouvernement. Pour le Premier ministre, ces actes de criminalité et d'un civisme inqualifiable dont sont victimes quotidiennement nos populations, surtout les plus vulnérables, doivent être combattus et réprimés avec la dernière énergie. Tenant compte de l'ampleur de ces phénomènes, il a annoncé la convocation d'une réunion urgente sur la question dans les jours à venir avec les ministres sectoriels et les services de sécurité concernés en vue de dégager une fois pour toutes un plan robuste et holistique assorti des moyens en vue de l'éradication totale et définitive de ce phénomène connu à Kinshasa comme le phénomène Kuluna. Avec l'accompagnement du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a été chargé d'instruire les gouverneurs de province afin que ces derniers prennent aussi à leur niveau toutes les mesures nécessaires en vue du renforcement et de la création dans leurs entités respectives des dispositifs nécessaires pour arriver au bout de ces phénomènes. Il a été également chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été également chargé de relancer la campagne de recrutement et des formations de policiers pour renforcer la sécurité urbaine et la sécurité électorale. Au cours de ce même Conseil des ministres, la Banque centrale du Congo a fait le point sur la conjoncture économique, soulignant l'inversion des tensions sur le marché concernant la surchauffe sur les prix de biens. Suivez encore une fois Patrick Mouyaya. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Invité à prendre la parole au Conseil des ministres de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point de la conjoncture économique du pays. Il en ressort que les tensions observées sur les marchés d'échange et la surchauffe sur les prix intérieurs de biens et services observés en début d'année tendent à s'inverser positivement depuis les 2 premières semaines du mois d'avril en cours. Cette situation tient sans préjudice de la poursuite des efforts de stabilisation fournis par le gouvernement et la Banque centrale du Congo au reflux cyclique de la liquidité dans les systèmes bancaires, expliqué de la grande échéance fiscale du mois d'avril. Ainsi a insisté la gouverneure. Il s'observe un ralentissement de l'inflation en rythme hebdomadaire, situant le taux à 0,15%
contre 0,28% de la semaine précédente. Cette évolution est conjuguée à un processus de stabilisation sur le front du marché de change. Le taux de dépréciation de la monnaie nationale par rapport au dollar américain demeure très faible, soit 0,02%, attestant une accalmie sur le marché depuis quelques semaines. Considérant les facteurs de risques externes liés à la conjoncture économique mondiale et interne relatifs à la guerre à l'est de notre pays et l'inflation importée, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a encouragé le maintien de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires et la poursuite de l'exécution des réformes structurelles retenues dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Des pressions sur les marchés d'échange et l'inflation. Il a été recommandé au gouvernement des politiques monétaires et budgétaires restrictives avec un accent particulier sur la réduction des dépenses de biens et services ainsi que de fonctionnement au profit des dépenses d'investissement. On va encore parler sécurité. Le gouverneur militaire du Nord Kivu et commandant des opérations, le lieutenant général Ndima Komba Constant, a dénoncé le non-respect de la feuille de route par les terroristes du M23 qui, au lieu de se retirer, continuent à occuper les zones où ils sont censés se retirer. L'autorité provinciale a fait cette dénonciation ce samedi 22 avril au cours d'un point de presse conjoint avec le commandant de la force régionale de l'EAC, le général-major Jeff Nyanga. Les détails avec notre correspondant Patrick Sialoua. Dans une conférence conjointe ce samedi à Goma avec le commandant de la force régionale de l'EAC, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Komba Constant, dénonce les non-respects par la force sous-régionale de la feuille des routes comme décidé par le chef d'État de la communauté est-africaine. Tant que la feuille des routes n'est pas tellement respectée à la lettre. C'était dit qu'on respectait le cessez-le-feu, le déploiement des contingents, le retrait du M23 vers les lieux indiqués. Nous, en tant que force loyale, and we as loyal forces, nous sommes obligés de les respecter intégralement. C'est pourquoi nous sommes dans nos positions actuelles. Mais au moment où je vous parle, nous constatons aussi qu'il y a une prise de position. Ce que nous disons, ce n'est pas conforme donc, au mémorandum d'entente. De son côté, le général-major Jeff Nyanga, commandant de la force de l'EAC, affirme que l'intégrité territoriale de la RDC sera respectée et que sa force n'a aucun autre agenda à part celui de la restauration de la paix dans la partie orientale de la RDC. Continue upholding the constitution, the sovereignty and territorial integrity of the DRC at all times. En tant que force régionale, nous allons continuer à respecter l'intégrité territoriale de la RDC. We shall operate within the confines of status of force agreement and the rules of engagement. Nous allons travailler avec les arrangements et... Le commandant de la force régionale annonce l'escorte des véhicules sur les différents axes routiers où les combattants du M23 et leurs parents de l'armée rwandaise se seraient retirés en territoire de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. Et au sud Kivu, l'autre bureau de l'Assemblée provinciale dirigé par Zachary Louamira demande à la Cour de cassation de déconsidérer la décision de poursuite judiciaire et de mise en accusation contre le gouverneur Théo Ngwabidje. Il lui est déposé par un autre bureau définitif dirigé par Bissimwa Yabé Norbert à Kinshasa, avec au moins un groupe de 26 députés provinciaux. Le bureau dirigé par le bâtonnier Bissimwa Yabé précise que le gouvernement Ngwabidje est réputé démissionnaire. Dorsin El Mouteb Ebi pour les détails. Dans une correspondance dite mise au point adressée au procureur général près la Cour de cassation à Kinshasa et dont une copie est parvenue à 7sur7.cd, le bureau du président Zachary, qui réunit des députés dits acquis à la stabilité des institutions provinciales, rappelle à la Cour de cassation que le 13 avril dernier, la plénière tenue à l'Assemblée provinciale avait abouti, notamment à la déchéance de 3 membres du bureau définitif
et au rejet de la motion de censure contre le gouvernement Ngouabidje. 3 membres du bureau définitif ont été déchus, à savoir le vice-président honorable Bissimo Ayabe, le rapporteur Jacques Kamani et son adjoint Malite Job, suite aux pétitions initiées contre eux, tandis que le président Zakari Louamira et la caissière Blandine Kalafoula ont été reconduits. 3 nouveaux membres ont été élus en remplacement de ceux déchus, dont Kissimwa Kosmas, Nidjimbe Ndambagoye et Ziundula Kabeza, respectivement en qualité de vice-président, rapporteur et rapporteur adjoint. La motion de censure contre le gouvernement provincial a été rejetée à la suite du vote. Nos collègues motionnaires ayant constaté que leur motion de censure a été rejetée, ils se sont retrouvés à l'hôtel Rouzizi pour organiser une réunion privée qu'ils qualifient de plénière, et ils ont voté la décision portant poursuite judiciaire et mise en accusation du gouverneur Théo Ngouabidje. Pour des raisons ainsi évoquées, nous vous prions de déconsidérer purement et simplement la dite décision ainsi que ses annexes, indique le président de notre bureau définitif, Zakari Louamira, dans sa correspondance. Il s'y est de rappeler que le bureau dirigé par le bâtonnier Bissimo Ayabe a déposé au parquet près la Cour de cassation jeudi 20 avril dernier une décision de poursuite judiciaire et mise en accusation contre le gouverneur Théo Ngouabidje pour 17 charges qui pèsent contre lui. Quelques jours après, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, reconnaissant l'existence de 2 bureaux parallèles, a sursis la tenue de plénière à l'Assemblée provinciale et sur tout autre de la ville, jusqu'à nouvel ordre, mais aussi il a invité à Kinshasa tous les députés provinciaux. Revenant en province, 5 chantiers sur plusieurs infrastructures de la province du Lualaba motivent l'objet de la visite du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, lors de sa mission officielle au Lualaba, conduit par le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Machata Kayembe Célestin, aux côtés du commissaire ayant en sa charge la décentralisation et aménagement du territoire en province. Le représentant du chef de l'État a dévoilé un sentiment de joie et d'admiration après le tour de ces projets en phase de finition. Reportage de la cellule de communication du ministère des Infrastructures. Réputée par excellence province pilote dans plusieurs domaines, surtout dans le cadre de l'aménagement du territoire, mais aussi dans les infrastructures, la province du Lualaba se métamorphose du jour le jour. En visite officielle à Kolwezi, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, a profité de l'occasion de faire le tour des chantiers conduit dans sa suite par le ministre provincial des ITP en province, l'ingénieur Machata Kayembe Célestin et le commissaire général du gouvernement en charge des affaires coutumières et l'aménagement du territoire. Tout a commencé par une visite au pont Chata sur l'avenue Ungungandu prolongée. Ici, l'admiration architecturale de cet ouvrage a bel et bien caractérisé le niveau technique d'une entreprise locale. Le ministre d'État et sa suite ont visité le nouveau bâtiment en construction de la direction provinciale de recettes du Lualaba, érigé sur l'avenue du 30 juin, au quartier industriel. Les chantiers amorcés dans l'enceinte de l'hôpital de référence, notamment la clinique moderne, ainsi que les bureaux administratifs du dit hôpital. Puis, s'en est suivi le tour du bâtiment qui abritera toutes les directions et programmes de santé en province en phase de finition. Direction vers Moussompo. Déjà, un bloc pousse des terres pour l'université, la construction des bâtiments, entre autres les auditoires modernes, cliniques universitaires, amphithéâtres et d'autres salles au standard international. Avant de regagner la capitale, le ministre d'État a également visité les chantiers majeurs de Kolwezi, chef-lieu de la province, qui est l'échangeur routier comptant des bâtisses, qui pousse des terres dans la province de Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire. Le représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas gardé sa langue, tout en exprimant ses sentiments de joie aux métamorphoses de la province dans le domaine des infrastructures qui attirent l'attention et la curiosité des visiteurs. Désormais, Lualaba va être la province type, la province modèle de l'aménagement du territoire, ce qui est la volonté exprimée par son excellence M. le Président de la République. Et là, je viens moi-même de palper du doigt ce qui s'est fait. Je suis très content de ce qui se passe au Lualaba. Et nous sommes là et nous serons là aux côtés des autorités politiques administratives pour que cette vision du Président de la République devienne une réalité dans cette province.
minière, mais là, elle va devenir une province aménagée de la République. Sous l'œil vigilant du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, chapeauté par les dynamiques, ingénieur Machata Kayembe Célestin, tous les projets initiés en province évoluent bon train. Parlons encore infrastructure dans ce journal. Effondré depuis le mois de février, le pont Mouchindoua-Rouge dans le territoire de Kapanga, à 55 km de Moussumba, occasionne un bon nombre de difficultés dans cette partie du Lualaba. Aucune suite pour la réhabilitation de ce pont. La souffrance monte d'un cran, les prix sur le marché galopent et la population ne sait à quel sens se vouer. Dorsin El-Mouteb Epi pour ce reportage. Construit depuis 1963, le pont Mouchindoua-Rouge s'est effondré le 16 février de cette année en cours au passage d'un camion contenant de sacs de ciment. Depuis lors, aucune solution n'est envisagée, décrit la population. Depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui, le 19 avril, il n'y a aucune solution trouvée. La pirogue qui fait le transport des personnes et des biens ne résout pas le problème. En tout cas, c'est plus pire. La vie est devenue plus pénible. Cet effondrement a occasionné des conséquences fâcheuses sur le terrain, notamment la hausse des prix des denrées alimentaires, racontent les passagers. Pour faire traverser une moto, vous devez payer 15 000, 10 000 francs et plus les histoires que vous avez. Vous verrez une moto avec 12 bidons, donc vous devez payer 12 000 plus 10 000 de la moto, ce qui fait 22 000 francs. Les histoires qu'on achetait à 2 000 francs, aujourd'hui c'est à 4 000, c'est à 3 500. L'histoire qu'on achetait à 1 000 francs, c'est à 2 000, 2 500. Nous, on a 50 bidons, mais il y a 50 000. 3 motos, 30 000, 80 000 francs. L'appel est lancé aux autorités compétentes et aux élus de ce territoire. C'est comme si nous ne sommes pas un territoire de la province du Lualaba. Parce qu'une province flotte comme celle-ci, en tout cas une suite favorable devrait déjà être trouvée. Ainsi, nous demandons au gouvernement provincial, au gouvernement national, de pouvoir vite s'impliquer de manière qu'on puisse vite réhabiliter ces ponts. Sinon, ça sera catastrophique parce que la population kapangaise continue toujours à souffrir du jour au jour. Ainsi, nous interpellons encore à nos élus qui s'étaient jusqu'à présent depuis le mois de février. Ce pont facilitait le trafic entre les territoires de Kapanga et les provinces du Kasaï central et de la Lomami. Les conséquences socio-économiques sont considérables après cet effondrement. Autre chose, initialement prévu du 24 au 25 avril, le rendez-vous de fierté nationale est reporté au mois de mai et précisément du 14 au 15. Dans un point de presse organisé ce samedi 22 avril, le président du mouvement des jeunes pour la dignité et le développement, Félim Benga, a fait savoir que le report est également un moment pour l'organisation de recadrer les tirs. Regardez. Le report n'est pas un événement, mais un destin, a fait savoir Félim Benga, initiateur des journées des fiertés nationales qui désormais vont se tenir du 14 au 15 mai dans la province du Lualaba. Le report n'est qu'un destin. Et comme vous le savez très bien, le destin est petit, il faut l'admettre, faute de quoi on devient malade. Donc le report nous permet de bien réajuster les tirs, de recadrer les choses pour le faire de manière maximum. L'ambassadeur universel de la paix n'a pas résigné ce rendez-vous bien que beaucoup de moyens financiers ont été engagés. Félim Benga a la ferme confiance du déroulement de ces journées, surtout que le patronage est assuré par la gouverneure intérimaire du Lualaba. Nous sommes des leaders préparés, aguerris et même avertis. Je crois que ça nous a donné encore le courage de bien faire les choses, d'autant plus que nous avons l'équitis ou l'accord des principes de l'autorité provinciale Fifi Basuka Saini. Cela nous maintient encore dans ces réconforts. Félim Benga a par ailleurs salué le sens de compréhension des différents orateurs quant au report annoncé. Les orateurs sont satisfaits et c'est un ouf de soulagement parce que parmi eux, il y en a qui ont sollicité les invitations parce qu'ils ont vu leurs collègues professeurs ordinaires, ces dispensateurs de matières voudraient bien participer. Et ça nous permet encore de rendre un peu large notre cercle de conférenciers ou de participants.
L'ambassadeur universel de la paix a réitéré ses remerciements à l'autorité provinciale pour son implication ainsi qu'au commissaire en charge de la jeunesse, Paulin Kalao. Différents orateurs sont attendus, en l'occurrence le vice-gouverneur militaire du Nord Kivu, Romy Ekouka, le professeur Edouard Nawège, le secrétaire exécutif du gouvernement Archimède Kalassa, ainsi que la directrice provinciale de la fonction publique, Marie-Louise Moussenga. Et puis commémoration ce 22 avril de la Journée mondiale de la Terre qui vise à sensibiliser la population sur le danger qui menace l'écosystème. Pour cette occasion, la rédaction de Mikoba Radio-Télévision s'est interrogée sur les méfaits de l'exploitation minière à grande échelle qui s'effectue dans la ville de Kolwezi. Michael Moutouila a approché Ignace Ndala, environnementaliste, qui évoque les causes de la dégradation de la terre. Suivez. Parmi les facteurs favorisant la dégradation de la terre et de l'environnement figurent la déforestation et les feux de brousse, des pratiques évitables évoquées par Ignace Ndala, expert dans le domaine. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui la terre est en train de souffrir. Il y a des sérieux problèmes et parmi lesquels il y a la déforestation, il y a les inondations, les feux de brousse et autant d'éléments à cause de l'activité humaine intense. Et parmi les activités humaines intenses, il y a l'exploitation minière. Vous voyez, tout le monde sait que quand on exploite les mines, on découvre la terre, on creuse. Mais l'une des grandes conséquences, c'est que parce que quand on exploite les mines, on creuse, on ouvre la terre, on coupe les arbres, ça pose déjà un sérieux problème dans ce que nous avons aujourd'hui comme problème de réchauffement climatique. Kolwezi étant une ville minière, son cas est alarmant. Vu l'exploitation minière qui s'effectue à grande échelle, il y a lieu d'envisager des mesures nécessaires de préservation de l'environnement, notamment la restauration de la terre par le reboisement et la recouverture de trous béants, a-t-il ajouté. Qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, la loi demande que chaque fois qu'il y a exploitation minière, chaque fois que la terre, la nature est détruite, qu'elle soit restaurée. Et là, c'est la grande solution, c'est l'implication des exploitants miniers, l'implication de l'humanité tout entière, chaque être vivant, chaque humain en ce qui le concerne. Donc, l'implication dans la restauration des écosystèmes qui sont détruits. On devrait restaurer la terre en recouvrant ce trou et en s'impliquant dans les opérations de reboisement à grande échelle. Parce que l'exploitation minière, c'est une destruction de la terre, une déforestation à grande échelle. Alors, par ailleurs, la Journée mondiale de la Terre vise à sensibiliser et rappeler la population à réduire les effets dévastateurs de l'environnement et de la Terre, une planète qui assure les supports de toute existence de l'être vivant, animal ou végétal. Et puis le monde entier célèbre le 23 avril de chaque année la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Au Lolaba, les écrivains ainsi que les lecteurs sont butés à plusieurs difficultés, entre autres celle de l'écoulement des œuvres d'une part et de l'acquisition de l'autre part. Sarah Katebe Elus Fatou. Visant à promouvoir le plaisir des livres et de la lecture, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur est célébrée chaque 23 avril. Au Lolaba, les écrivains rencontrent plusieurs difficultés, entre autres celle de l'écoulement d'œuvres par manque de lecteurs, comme nous explique Emmanuel Icos, un écrivain. Les étudiants n'ont pas ce désir spontané de lire, mais étant donné qu'il y a des bibliothèques dans certains instituts supérieurs et certaines universités, eh bien, certains professeurs les obligent à présenter certains travaux, certains TP, sur certains thèmes puisés dans certains livres. Et là, les étudiants se voient contraints, n'est-ce pas, de lire tel ou tel autre ouvrage. Selon Jean-Claude Mwendoué, étudiant à l'université de Kolwezi, les jeunes consacrent moins de temps à la lecture par manque de moyens de se procurer un livre, mais rien n'empêche de recourir à la lecture de production numérique. La difficulté que nous, en tant qu'étudiants, nous avons par rapport à la lecture, la première des choses, c'est l'approvisionnement d'ailleurs des livres. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les écrivains mettent leurs livres à un prix exorbitant et par conséquent, aujourd'hui, si nous devons
se mettre à la lecture ou à l'achat de livres, je crois que c'est devenu un peu difficile. Voilà pourquoi la plupart des gens, par exemple moi, je me réfère aux livres PDF, je télécharge et je fais la lecture. Par exemple, même l'université aujourd'hui, c'est difficile qu'on vous dise que non, l'université a une bibliothèque. À elle, c'est difficile. La journée du livre vise à promouvoir l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Et pour finir, à Kolwezi, depuis un temps, la présence des enfants en rupture familiale devient de plus en plus inquiétante. Sur les points chauds et devant les supermarchés de la ville, ces enfants sont présents pour se trouver de quoi mettre sur la dent. Malheureusement, le non-encadrement de ces gamins présente des conséquences pour la société. Gaskalong a fait ce constat et nous signe ce long format. Malgré l'opération Kanyamakasese, ces enfants dits en rupture familiale deviennent de plus en plus visibles à Kolwezi, chose qui présente des conséquences fâcheuses pour la société. À la recherche du pain quotidien, ces gamins font de longs trajets. Objectif, quémander pour survivre. Parmi eux, certains affirment être rescapés de l'opération Kanyamakasese qui malheureusement n'a pas répondu à leurs attentes. Lors de l'opération Kanyamakasese, nous étions arrêtés et conduits chez les pères d'Anière. Le même jour, nos amis avaient fui et nous étions restés en espérant être inscrits à l'école. Vu que ça n'a pas été fait, nous avons également décidé de fuir. Comme moi personnellement, je comptais faire la menuiserie, donc le métier. Malheureusement, je n'avais pas été inscrit. La rue n'a pas d'enfants, dit-on, mais ces sans-abri y ont trouvé refuge. Et cela ne les empêche pas de se projeter dans l'avenir, malgré cette vie pénible. Si on peut penser même à me scolariser, ça va beaucoup m'aider. Quand nous mendions, c'est pour réunir à fin tout ce que nous avons reçu pour le manger. Maman Fifi, je m'appelle Franklin. Si tu peux nous encadrer, en nous trouvant un endroit et nous instruire, Dieu va te bénir. Maman Fifi, aide-nous. Nous souffrons énormément pour vivre. Si tu peux nous construire même un orphelinat et assurer notre scolarité. Lors de cette opération censée vider les artères de la ville de Kolwezi des enfants qui représentent un danger pour la société, une vingtaine de ces mineurs avaient été acheminés à la maison Kweto. Malheureusement à ces jours, cette maison d'accueil n'en détient que 2 des silos du gouvernement provincial, dont l'un serait interné à l'hôpital général de référence Moignéji. Avec une charge de plus de 150 bouches à nourrir, le père Damien, patron de cette maison, dit être à bout du souffle. Nous voulons humaniser les enfants d'abord. Et les enfants qui viennent ici pour manger avec nos garçons ont beaucoup changé. Parce qu'ils voient que s'ils veulent manger bien, ils doivent changer leur manière. Impossible, la police sont partis, après 10 minutes, les enfants ont pris fuite. Ils doivent décider eux-mêmes s'ils veulent suivre. C'est très compliqué, très compliqué. Mais je vois maintenant il y a des petits groupes dans notre maison et ils sont en train d'être plus solides. Mais, par exemple, pour jouer au foot, n'est-ce pas, nous n'avions pas l'argent pour acheter. Alors ils se découragent et ils prennent fuite. Cet octogénaire dit se débrouiller avec le moyen du bord et compte uniquement sur les apports extérieurs. Le gouverneur, non, ils nous ont beaucoup aidés. Mais maintenant c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi parce que les grands garçons grandissent et il faut les mettre dans des écoles spécialisées, n'est-ce pas? Et alors c'est cher. Et surtout qu'il faut acheter votre bois, votre cuma, etc. Et alors à un certain point, on ne peut plus. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous.